Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La nouvelle saison cyclonique débute ce jeudi 1er juin et prendra fin le 30 novembre prochain. Selon le Centre de prédiction climatologique du Service météorologique national de l'Agence américaine de surveillance océanique et atmosphérique, NOAA, cette saison sera relativement normale comparée aux années précédentes. Inauguration ce jeudi du Bureau de vérification et de contrôle de l'inspection générale de la PNH, le vetting. Selon le directeur général, cette initiative est le début d'une transformation qui s'annonce au sein de l'institution policière. Seulement 10% de la population active a un emploi dans les secteurs formels, publics et privés, selon des chiffres communiqués par le chef d'opération de la Banque mondiale en Haïti, M. Laurent Mselat. La Direction générale de la protection civile et le Système national de gestion des risques et désastres annoncent dans un communiqué l'ouverture de la saison cyclonique 2023 à partir de ce 1er juin. Elle se terminera le 30 novembre prochain. Pour cette année, le Centre de prédiction climatologique du Service météorologique national de l'Agence américaine de surveillance océanique et atmosphérique, NOAA, prévoit une saison cyclonique relativement normale. Comparée aux années précédentes, cette saison devrait être moins active en raison de plusieurs facteurs, et notamment le retour du phénomène climatique El Niño dans la zone atlantique. Avec ce phénomène, le développement des tempêtes pourrait suivre une trajectoire descendante en raison de sa capacité à affaiblir les activités cycloniques. Cependant, la manifestation d'El Niño va provoquer des vagues de chaleur qui augmenteront la température de l'air ambiant. Néanmoins, le nombre de systèmes à surveiller entre le 1er juin et le 30 novembre diminue relativement, passant de 12 à 17 tempêtes nommées, dont 5 à 9 pourraient se transformer en ouragans et 1 à 4 qui pourraient être majeurs. Cela laisse penser que malgré les prévisions rassurantes de la NOAA, les phénomènes hydrométéorologiques cycloniques seront toujours en formation et pourront se manifester à tout moment dans la zone nord de l'Atlantique et notamment dans la Caraïbe. Aujourd'hui, 1er juin marque l'ouverture officielle de la saison cyclonique. Je rappelle rapidement qu'elle dure en principe du 1er juin jusqu'au 30 novembre. Tout le monde constate que les bouleversements climatiques affectent tous les continents sans exception, avec des records de chaleur battus en Europe et ailleurs, ou des sécheresses qui ruinent les agriculteurs et font mal au pays, sans compter ensuite des inondations qui, hélas, emportent des vies quand ce n'est pas à la fois une période de sécheresse intense, extrême, suivie d'inondations, puis retour. Complète bouleversement climatique. Alors, nous sommes en Haïti, nous sommes une région tropicale. Pour savoir ce qui risque de nous arriver, ce à quoi il faut s'attendre, nous avons avec nous aujourd'hui en visioconférence le météorologue Rudy Victor qui va essayer de nous dire à quoi il faut s'attendre pour nous ici en Haïti pendant cette saison, cyclonique. Rudy Victor, bonjour et bienvenue à Metro News. Salut Serge et aux téléspectateurs de Métropole. Effectivement, la saison cyclonique, elle commence aujourd'hui. C'est une saison particulière, elles le sont toutes. Mais cette saison, ce qui va faire un petit peu la différence, ce sera d'abord l'empreinte d'El Niño, un robuste El Niño probablement. Et ensuite, le fait que l'océan Atlantique sera beaucoup plus chaud que la normale. En général,
les deux n'arrivent pas en même temps. Lorsque l'Atlantique est chaud, et ça généralement ralentit ou empêche El Niño de se développer. Alors que lorsque nous avons El Niño, l'Atlantique, lui, est beaucoup moins chaud que la normale. C'est un phénomène qui ne s'est pas produit beaucoup de fois, donc il est difficile de trouver des années semblables. Alors, à quoi on devrait s'attendre? D'abord, lorsque nous avons El Niño, ça limite l'activité cyclonique sur l'Atlantique. Ça, c'est un fait, parce que lorsqu'El Niño est présent, ça crée des conditions qui ne sont pas trop favorables au cyclone, particulièrement sur la mer des Antilles. Et l'Ouest Atlantique. Rudy, je vous arrête pour être sûr d'avoir bien compris. La présence de El Niño, et El Niño est présent maintenant, vous dites... Pas encore officiellement, oui. Mais c'est ça. Hein? Donc El Niño n'est pas favorable au développement de cyclones, c'est bien ça? C'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Donc, est-ce que ça veut dire que nous avons un petit peu de chance d'éviter les cyclones cette année? Malheureusement, un seul cyclone peut faire la différence. En 92, il y avait El Niño, et puis il y a eu ce fameux cyclone Andrew, qui a causé de graves dégâts aux États-Unis. En 1963, il y avait un El Niño, il y a eu Flora en Haïti. Donc, ce n'est pas une garantie, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, lorsque nous avons des El Niño qui sont robustes ou bien modérés, nous sommes généralement protégés en Haïti. Généralement. Alors, depuis 1851, ok? C'est là les archives les plus fiables remontent à 1851, nous n'avons jamais été touchés lors d'El Niño robuste à modéré, à cause des conditions peu favorables que cet événement crée sur une partie de l'Atlantique et sur les Caraïbes. L'année 2004 fut assez particulière, on a eu un El Niño modéré, mais ce qui est arrivé, c'est que les conditions peu favorables étaient exceptionnellement déplacées très au sud de la région. Et ça a permis à des ouragans comme Ivan et d'autres, Théodjane, de passer sur la mer des Antilles. Mais je doute fort qu'en 2023, on ait ce type de conditions, parce qu'il y a plusieurs types d'El Niño, et celui-là se développe d'est en ouest. Ça n'a pas été le cas au cours des 10 ou 20 dernières années. Dans les années 50, ce type d'El Niño était beaucoup plus courant, mais c'est le genre d'El Niño qui est le plus défavorable aux ouragans de l'Atlantique. Bon, bah écoutez, moi j'accepte de prendre ces prévisions pour quelque chose de positif pour nous. Ça fait quand même, touchons du bois, quelques années que nous n'avons pas eu à souffrir énormément de gros cyclones. Évidemment, il y a eu Andrew, il y a eu Jérémy qui a été rasé pratiquement par un cyclone dont j'oublie le nom maintenant, mais sinon vous nous envoyez aux années 50, c'est-à-dire aux années de Hazel. C'est ça, c'est ça. Oui, bon, ça me dit Timoun. Oui, bon. Ok, donc, Rudy, si je comprends bien, pas de grosses craintes à avoir pour cette saison cyclonique en ce qui concerne les cyclones ou les ouragans, comme vous voulez. Malheureusement, on ne peut pas parler comme ça, parce qu'il y a eu quelques cas par le passé, et on ne sait pas exactement ce qui va se passer entre ce combat qu'il va y avoir entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, en fait, El Niño et l'AMO, si vous voulez, c'est comme ça qu'on appelle le phénomène de l'Atlantique qui cause cette température élevée. C'est une bataille. On ne sait pas qui va l'emporter, mais généralement, El Niño sont vainqueurs de ce genre de bataille. Oui, bon, enfin, je comprends votre prudence parce que toutes les prévisions météorologiques, depuis quelque temps, sont complètement bouleversées. On n'a jamais vu de pic de chaleur arriver dès le mois de mai en Europe. On n'a jamais vu des inondations aussi violentes un peu partout. Les agriculteurs sont aux abois par manque de pluie. La sécheresse est partout. Donc, il ne faut peut-être pas trop se fier aux schémas qui ont pu être établis au fil des années, voire des décennies. Et bon, vous avez bien dit, en principe, un Niño robuste ne favorise pas les cyclones. Espérons que ça va se vérifier encore cette année. Mais vous nous disiez avant le début que
il fallait s'attendre à quelques dégâts là dans les jours à venir sur la presqu'île du Sud. Et sur le nord-ouest, c'est à cause de, justement, la première perturbation que le centre des ouragans de Miami est en train de surveiller, 91L, qui pourrait éventuellement se transformer en un système tropical, un cyclone tropical, si vous voulez, dans le golfe du Mexique ou bien près des Bahamas. Et une autre perturbation non tropicale qui est près des Bermudes. Ces deux systèmes-là, ils vont induire une circulation des vents, OK, de la mer des Antilles vers le nord, et cette circulation de vent humide va passer sur la presqu'île du Sud, sur les Jamaïques, sur le sud-est de Cuba. Et lorsque vous avez des vents humides qui se dirigent vers des montagnes, vous savez ce que ça veut dire, on va avoir l'effet de fun. Les phénomènes de fun, oui. C'est ça. Oui. Donc, ça veut dire que les pluies sur les versants au vent, et c'est probable que certaines régions, certaines localités reçoivent jusqu'à 150 à 200 mm de pluie d'ici dimanche. Wow! C'est beaucoup de pluie parce qu'il y a des cyclones qui n'ont pas produit. Exactement, exact. Et vent, peut-être pas violent, mais des bonnes secousses de vent. Pas vraiment de vent, parce que lorsque vous avez ce genre de perturbation, on peut avoir des orages comme il y en a par exemple sur le nord du pays en ce moment, qui peuvent produire des rafales de vent pendant quelques secondes, quelques minutes, mais c'est les pluies intermittentes qui vont se poursuivre, qui vont continuer pendant plusieurs heures sur certaines régions, et là, il va avoir des problèmes. Est-ce que la région métropolitaine de Port-au-Prince va également être affectée? Pas de cette manière, parce qu'on sera sous le vent, parce que les vents viennent du sud, il y a le massif de la Selle qui est justement qui barre la route, oui. De Port-au-Prince. Donc, il y aura quelques pluies à Port-au-Prince, mais nous ne serons pas directement affectés par cette circulation. Bon, ben écoutez, Rudy, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Merci de nous avoir fait savoir à quelle sauce nous allions être mangés, mais il semble que la sauce cette année ne sera pas trop piquée. Espérons-le, croisons les doigts, mais il faut surtout se préparer, parce que la saison, il y aura autre chose durant la saison aussi. Il fera beaucoup plus chaud que la normale, à cause justement des températures de l'Atlantique. Ça a déjà commencé. Exactement, et ça dérange des gens, pour les gens qui souffrent d'hypertension, etc., c'est compliqué. Il y aura probablement des épisodes de brume de sable du Sahara, ça aussi c'est des problèmes, vous comprenez? Et bien sûr, les orages locaux qui peuvent être violents et causer certains problèmes. C'est la saison cyclonique, mais c'est la saison des orages aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je dois dire que j'ai rarement vu un mois de juin aussi chaud de ma vie. Ça a commencé de bonne heure, la chaleur cette année. Et une des raisons, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup plu, pendant la première quinzaine de mai, par exemple. Lorsqu'il ne pleut pas comme ça, la Terre absorbe beaucoup plus de chaleur, il n'y a pas d'humidité. Lorsqu'il y a l'humidité, l'atmosphère doit faire un effort, si vous voulez, pour évaporer cette humidité. Donc, il y a de l'énergie qui est extraite de l'atmosphère, la température ne sont pas aussi élevée. Donc, il y a tout ça qui joue. Et puis, il faut dire également que si vous allez dans des endroits qui sont un peu moins urbanisés, où il y a beaucoup plus d'arbres, vous ne ressentirez pas la chaleur de la même manière que dans les îlots de chaleur comme Port-au-Prince ou les grandes villes. Absolument, absolument. Parce que Port-au-Prince est devenu malgré tout un immense champ de béton, avec pas beaucoup de lieux de verdure. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Rudy Victor. Merci de vous être rendu disponible pour nous dire à quoi il faut s'attendre avec cette période cyclonique qui commence aujourd'hui, 1er juin, et qui, en principe, donc, va durer jusqu'au 30 novembre. Mais vous nous disiez avant que, en général, les cyclones se produisaient extrêmement rarement au début de la saison cyclonique. Il faudrait plutôt attendre les mois d'août ou de septembre pour que le risque cyclonique soit vraiment marqué. Oui, c'est correct. Et, par exemple, Haïti n'a jamais été touché par un ouragan au cours du mois de juin. On n'a jamais eu de cyclone documenté au cours du mois de juin. Le premier ouragan documenté
Et le plus proche de juin, c'est le 1er juillet 1501, je crois, l'ouragan de Christophe Colomb. Et effectivement, c'est en août et en septembre, lorsque la température des eaux de l'Atlantique atteint le maximum, que le cisaillement est le plus faible et que les zones tropicales sont à leur maximum, que nous avons le plus de perturbations tropicales. Et c'est à ce moment aussi que nous sommes le plus en danger naturellement. Voilà. Vous avez dit Christophe Colomb 1501? C'est ça. Ah, bon, ok, bye bye. Ok, Rudy, merci beaucoup. Merci de ces nouvelles qui finalement sont plutôt réconfortantes. Merci, bonne fin de journée, à bientôt. À bientôt, au revoir. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a procédé ce jeudi à la reprise du processus de vetting au sein de la PNH. Cette initiative est le début d'une transformation qui s'annonce au sein de l'institution policière selon le commandant en chef Franz LB. De son côté, l'inspecteur général en chef Fritz Saint-Fort affirme que c'est un processus d'épuration. La PNH entend redorer son blason par rapport aux implications présumées de quelques agents dans des actes malhonnêtes. Pour sa part, la ministre de la Justice croit que par cette décision, la population aura plus de confiance dans l'institution. C'est aussi l'occasion de saluer le départ des policiers martyrs. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est à l'inspection générale de la PNH que s'est déroulé le lancement du processus de vetting au sein de l'institution. Cette décision prise par la PNH est un engagement pour honorer la mémoire des policiers martyrs et tous ceux qui entendent poursuivre leur mission, selon la ministre de la Justice, Emily Prophète. Ce processus de certification que nous lançons aujourd'hui de façon permanente va permettre à la population de mieux accompagner la police parce qu'elle saura que tous les agents de la PNH ont la moralité, l'intégrité et la compétence nécessaire qu'il faut pour remplir leur mission de protéger et de servir. Ce processus de vetting est un moyen de certification, explique la ministre Emily Prophète. Pour être professionnelle et respectueuse des lois de la République et de la Constitution, la police nationale d'Haïti a besoin de cet outil qui lui permet d'évaluer ce qui la compose et de prendre les mesures qui s'imposent, y compris la formation continue pour qu'elle soit au-dessus de tout soupçon. Et chacune de nos victoires seront aussi celles de ceux qui nous ont laissés, qui sont tombés pour la République. Le commandant en chef de la PNH estime que c'est un processus de transformation. C'est une opportunité qui va renforcer la confiance de la population dans la PNH. Elle va renforcer d'abord la confiance de la population et les différents partenaires nationaux et internationaux, améliorer l'image de nos vaillants policiers et policières. J'invite donc tous les policiers à collaborer pleinement avec le bureau de vetting en vue de garantir le succès de cette entreprise destinée à protéger l'image, l'honneur, la réputation de l'institution policière et à renforcer sa crédibilité tant sur le plan national qu'international. Le numéro 1 de l'institution en profite pour formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement. Je saisis aussi l'opportunité pour demander au gouvernement et aux partenaires internationaux de continuer à supporter le processus de développement et de renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti, qui s'articule, à titre de rappel, autour de 6 grands axes. Formation, logistique, infrastructure, renseignement, police communautaire, gouvernance institutionnelle dont le vetting est un volet. Plusieurs divisions existent déjà au sein de l'inspection générale de la PNH. Pourquoi mettre sur pied une nouvelle structure, selon Fritz Saint-Fort? Le cadre légal existant, vieux de plus de 28 ans, n'a plus la même efficacité pour adresser les différentes dérives observées au sein de la police nationale d'Haïti. À cette phase, il est important et impératif de mettre en œuvre d'autres leviers
susceptible d'engager une véritable campagne d'épuration de nos effectifs, d'où la nécessité du vetting. L'implication présumée de certains policiers dans des actes malhonnêtes pousse l'IGPNH à adopter des mesures drastiques dans ce climat d'insécurité, poursuit M. Saint-Fort. La relance du processus de vetting répond à un besoin. Il s'agit de l'urgente nécessité d'épurer les effectifs de la police qui, ces 10 dernières années, ne cessent de choquer le corps social par des comportements contraires à l'éthique et à la morale institutionnelle. Le tableau est sombre, mais tout n'est pas perdu. Certaines dérives méritent d'être corrigées et l'inspection générale se charge de conduire ce processus de vetting pour redorer le blason de notre institution. La police nationale ne doit pas mourir. La police nationale doit renaître. Présent également lors de cette activité, le chef de la section des affaires politiques, Sancho Coutinho, estime que ce processus marque un tournant décisif dans l'histoire de la PNH. À travers la relance du vetting, la PNH se dote désormais d'un mécanisme permanent de vérification et de contrôle d'intégrité, ainsi que des compétences professionnelles de son personnel. Ça va permettre l'inspection générale d'exercer des vérifications et contrôles permanents de l'intégrité et des compétences professionnelles du personnel de l'institution policière. Ainsi, la relance du vetting se présente à la fois comme une opportunité et une chance de redonner du sens à la devise de la police, qui est de protéger et servir par la restauration de la confiance populaire dans l'institution policière. Au regard de la communauté internationale, c'est un choix judicieux qui s'inscrit dans un cadre d'identification de chaque membre de l'institution et certaines qualités sont incontournables pour sa maintenance. Le succès et la pérennité du programme de vetting résident dans l'impartialité et la transparence du processus à toutes les étapes. Cela requiert du personnel en charge de la mise en œuvre, loyauté, probité morale, neutralité dans l'analyse de la situation de chaque membre du personnel, quel que soit son rang. La PNH va conduire un processus du vetting après celui opéré par les Nations Unies de 2006 à 2015. Le processus de vetting de la police nationale d'Haïti a été relancé ce jeudi 1er juin, à quelques jours, notamment 10 jours de l'anniversaire de l'institution policière. Ce service existait déjà au sein de la PNH, mais cette fois-ci, elle sera permanente et bénéficiera de l'appui des membres du gouvernement, des partenaires internationaux, entre autres. C'est un moyen de certification de chaque agent de la PNH, quelle que soit son unité, et c'est aussi une opportunité qui s'offre à l'institution policière de redorer son blason, selon le commandant en chef Francel B et la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Emily Prophète, Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'emploi dans le secteur formel, public et privé représente moins de 10% de la population active, selon des données du chef d'opération de la Banque mondiale en Haïti, M. Laurent Mselati. C'est dans le but de renverser cette situation, dont les conséquences sur la croissance économique du pays sont multiples, que le ministère du Commerce et de l'Industrie a organisé une table sectorielle ce 1er juin. L'essor du pays ne peut se faire sans des entreprises fortes et formellement constituées et qui opèrent dans un cadre réglementaire et fiscal adapté à leur rythme de développement, soutient le ministre du Commerce, Ricardin Saint-Jean. L'emploi dans le secteur formel, public et privé représente moins de 10% de la population active, ce qui fait que la quasi-totalité des emplois en Haïti est classée comme informelle. Cette situation rend difficile une offre de conditions de travail décentes pour la grande majorité des Haïtiens et illustre la réalité du mode d'opération de nombreuses entreprises en dehors des lois et règlements établis. Ainsi, le statut d'entreprise formelle limite l'accès aux services financiers institutionnalisés et freine l'expansion de ces entreprises. Le manque général de connaissances et de compréhension du fonctionnement de l'économie formelle, ainsi que les défis
au niveau du cadre réglementaire, administratif et institutionnel existant ont été identifiés comme des contraintes principales qui les incitent à rester dans l'informel. Les MPME n'ont donc pas conscience des gains qu'elles peuvent tirer de leur formalisation, comme la réduction des coûts de financement de leur investissement, puisqu'elles ont recours à des circuits pratiquant un taux d'intérêt très élevé. De plus, elles ont moins accès aux opportunités d'affaires et de contrats de production ou de services qui exigent des fournisseurs les preuves de leur existence légale et qu'elles sont en règle avec l'administration. L'invitation à une transition vers l'économie formelle est essentielle dans la définition d'une politique publique de promotion de développement d'une classe entrepreneuriale structurée et organisée, comme pilier d'une croissance économique équitablement distribuée, créant des emplois décents. La collaboration entre la Banque mondiale et le ministère du Commerce et de l'Industrie encourage l'adoption de mécanismes inclusifs de dialogue public-privé, DPP, et d'établissement de partenariats solides entre les parties prenantes pour, d'une part, fournir une réponse intégrée aux défis ralentissant la croissance et, d'autre part, accélérer le rythme de mise en œuvre des réformes de politique publique. Ainsi donc, une réflexion sereine et profonde mérite d'être engagée pour définir ensemble les nouvelles bases du renforcement et du développement des micro, petites et moyennes entreprises. Voilà le bien fondé de l'organisation de cette table sectorielle et thématique sur la formalisation des entreprises. Dans ce grand carrefour historique où nous nous sommes présentement, la promotion de l'entrepreneuriat devient une priorité nationale et l'État haïtien, par le biais du ministère du Commerce et de l'Industrie, a déjà commencé par donner le ton. Des avancées sont faites sur plusieurs fronts. En premier lieu, au niveau du ministère, il y a une grande amélioration au niveau de la simplification des procédures de création et de formalisation des entreprises depuis tantôt 2 ans. En deuxième lieu, il y a une multiplication d'accords avec des partenaires dont le ministère du Tourisme, la DGI, pour s'assurer à ce que les services du ministère rejoignent tout un chacun. Dans ce registre, je voudrais saluer la synergie développée entre le MCI et la DGI dans la recherche de solutions pour éliminer les goulots d'étranglement qui entravent le processus de formation des entreprises. Il faut citer aussi le renforcement de la cohésion des différentes initiatives publiques à travers l'entrepreneuriat et sans oublier l'amplification et la promotion des secteurs et des filières porteurs. Pour conclure, un bref rappel des titres. La nouvelle saison cyclonique débute ce jeudi 1er juin et prendra fin le 30 novembre prochain, selon le Centre de prédiction climatologique du Service météorologique national de l'Agence américaine de surveillance océanique et atmosphérique, NOAA. Cette saison sera relativement normale comparée aux années précédentes. Inauguration ce jeudi du bureau de vérification et de contrôle de l'inspection générale de la PNH. Selon le directeur général de cette institution, cette initiative est le début d'une transformation qui s'annonce au sein de l'institution policière. Seulement 10% de la population active a un emploi dans les secteurs formels, publics et privés, selon des chiffres communiqués par le chef d'opération de la Banque mondiale en Haïti, M. Laurent Mousselati. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.